samedi 13 décembre 2014. Cette semaine dans le grand show de l'info, Serge Lazarevic a été libéré mardi soir au Mali. C'était donc le dernier otage français retenu dans le monde. Nous reviendrons sur ses conditions de libération. Les calculs du FMI sont formels, la Chine détrône les États-Unis et s'empare du titre de première puissance économique du monde. Gros plan sur les paradoxes de la Chine. Et puis à Calais, une bénévole recharge les mobiles des migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Serge Lazarevic a donc été libéré en début de semaine. On va revenir ensemble dans ce reportage sur tout ce que l'on sait sur sa libération. Serge Lazarevic a été libéré mardi 9 décembre par le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamiste. Ce dernier était le dernier otage français détenu à l'étranger. Il avait été enlevé en novembre 2011 dans un hôtel du nord du Mali. Notre otage, Serge Lazarevic, notre dernier otage, est libre. Je viens d'apprendre cette nouvelle, cette heureuse nouvelle, par le président Issoufou, le président du Niger, que les Français prennent bien conscience que ces questions d'otages sont extrêmement douloureuses, mais que maintenant, nous n'avons plus aucun otage dans aucun pays du monde et nous ne devrons plus en avoir. Merci. Bon, je te laisse. Alors la libération de Serge Lazarevic a eu lieu près de Kidal, bastion de la rébellion Touareg dans le nord du Mali. Il était mardi en route pour Niamey, capitale du Niger. Officiellement, la France ne verse aucune rançon aux ravisseurs. Certains évoquent tout de même qu'une négociation a été menée entre la France et le groupe terroriste. Serge Lazarevic aurait été échangé contre deux responsables d'AQMI. Des journalistes affirment néanmoins que les deux responsables sont des Touaregs d'AQMI, les mêmes qui avaient organisé son enlèvement et celui de son ami Philippe Verdon en 2011 à Ombori. L'ex-otage a en effet été enlevé à Ombori au Mali le 24 novembre 2011. Il va rejoindre Niamey puis la France, en tout cas c'est déjà fait. Il est en relativement bonne santé en dépit des conditions très éprouvantes de sa longue captivité. Il a été rapidement rapatrié en France, a précisé l'Elysée. Serge Lazarevic avait lancé un appel au chef de l'État le 17 novembre dernier, lui demandant de tout faire pour obtenir sa libération. Le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamiste avait en effet diffusé une vidéo de son otage, barbe fournie, bonnet noir, tunique grise. Dans cette séquence de moins de 4 minutes filmée dans l'habitacle d'un pick-up, le Français déclarait être en maladie et estimait que sa vie était en danger. Aucune indication concernant la date à laquelle il a été filmé n'était fournie. L'Elysée avait toutefois confirmé l'authenticité de la vidéo, une preuve de vie récente attendue depuis longtemps. Cette libération est en tout cas le résultat d'efforts intenses du Niger et du Mali, a indiqué la présidence nigérienne. Le président nigérien a salué dans ce texte l'engagement et le professionnalisme dont ont su faire preuve les services nigériens et maliens. Mamadou Issoufou s'est déclaré ce dimanche optimiste quant à la libération prochaine de Serge Lazarevic à la veille du 3e anniversaire de son enlèvement. Colosse de 1,98 m et 120 kg, Serge Lazarevic, 50 ans, qui a la double nationalité française et serbe, avait donc été enlevé au Mali en compagnie de Philippe Verdon, qui l'accompagnait en voyage d'affaires. Un groupe d'hommes armés s'était emparé d'eux dans leur hôtel à Ombori, dans le nord du pays. Philippe Verdon avait été retrouvé mort d'une balle dans la tête en juillet 2013. AQMI présentait les deux otages comme des agents du renseignement français. Et d'ailleurs, j'ajoute que 4 djihadistes auraient été relâchés par le Mali en échange de la libération de l'otage Serge Lazarevic. C'est ce qu'a annoncé hier vendredi le ministre malien de la Justice, Mohamed Ali Bathily.
On passe à présent à l'économie et les calculs du Fonds monétaire international sont formels. La Chine détrône les États-Unis et s'empare du titre de première puissance économique du monde. Gros plan donc sur les paradoxes de la Chine, ses forces et ses faiblesses. Paradoxe d'une économie qui vient de passer ou s'apprête à le faire, première du monde devant les États-Unis, mais dont on perçoit aussi les faiblesses. Preuve que l'empire du milieu enregistre un sérieux coup de frein, les importations chinoises ont subi en novembre une baisse inattendue et un ralentissement des exportations. Aujourd'hui, le problème de ce pays n'est pas tant sa croissance que la manière dont il doit s'y prendre pour rééquilibrer son économie. Fini le PIB en hausse de 12 à 14% comme au cours des 2 dernières décennies. Pour 2014, le FMI table sur 7,4%, ce qui reste malgré tout largement confortable comparé à la zone euro. La Chine joue donc désormais dans la cour des grands et subit les affres de la conjoncture internationale. Pékin est entré depuis quelques années dans ce que l'on appelle une phase de convergence. De pauvre, le pays est passé au stade de riche. Quand on part de rien, la croissance ne peut donc que progresser. Ensuite, la situation se calme et les taux de croissance se réduisent. Les investissements se sont tassés après avoir flambé dans les années 90. L'exode rural a entraîné la création de villes entières, débouchant sur une surchauffe immobilière avec tous les risques bancaires liés à une telle bulle. L'urbanisation a aussi poussé à la hausse les coûts de la protection sociale, les revendications sociales à la hausse et se font donc plus nombreux. Le coût du travail s'est donc renchéri. Bref, la Chine monte en gamme, mais toute proportion gardée voit sa compétitivité quelque peu entamée. Et l'impact se ressent sur les autres grandes zones commerciales du monde. En effet, jusqu'en 2010, les importations de la Chine augmentaient de 25% par an. Sur un peu plus d'un an, elles viennent de reculer de 1%. Cela fait donc un différentiel de 24% de croissance en moins. Une Chine et son 1,3 milliard d'habitants moins consommatrice sur la scène internationale ne joue donc pas son rôle de moteur, mais pas de panique, sur le long terme, ce gigantesque pays va offrir de belles opportunités de business, mais les temps ont bel et bien changé. Brigitte Lips, une citoyenne de Calais, militante du Secours catholique, vient en aide depuis des années aux migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre en leur rechargeant leur téléphone mobile. C'est une initiative assez spéciale, mais vous allez le voir, qui porte des débats. Là, ici, j'en ai 4, là, j'en ai 3, ça fait 4, 7, ici, j'en ai 3, ça fait 10. Dans chaque pièce, sur toutes les prises, il y en a 60 branchés en permanence. Brigitte Lips, militant du Secours catholique, recharge les portables des migrants depuis 2007. Chaque jour, elle réapprovisionne les batteries de 150 mobiles de 7h à 19h à la chaîne. Le système, qui a presque des airs d'industrie, est pourtant bien rodé. Number 3. Le Ok. numéro 3. Number 3, Numéro 3. give me ticket. Donne-moi ton ticket. Si t'as pas de ticket, pas de Ok, téléphone. No ticket, you know, hein, no ticket, no mobile. Grâce à elle, les migrants peuvent donner des nouvelles à leurs familles. Depuis mai dernier, le phénomène a pris une ampleur considérable. Les réfugiés, souvent originaires d'Érythrée et du Soudan, échouent à Calais dans l'espoir de passer en Angleterre. Selon la préfecture, il serait plus de 2500 à vivre dans des camps de fortune, sans eau ni électricité. C'est pas des chiens, hein, c'est des humains. S'il y avait une grosse tempête, c'est pas « Ah, ma toiture, elle va s'envoler », c'est « Ah, les migrants, comment ils peuvent faire ?» Je suis catholique et pratiquante. Il y a un évangile qui dit que ce qu'on peut faire aux plus petits, c'est à Jésus qu'on le fait. Donc, j'essaye de vivre selon l'évangile. Brigitte a toujours aidé les migrants, au centre de Sangha, puis dans ce que l'on appelait la jungle, démantelée en 2009, mais elle estime ne pas en faire assez. Souvent, elle donne des bonbons, du pain ou des vêtements. La maison au volet bleu est bien connue des CRS et des voisins. Certains, ici, désapprouvent son action. Moi, devant chez moi, il n'y a personne. Et il ne faudra pas que ça arrive. Mais le jour où il y en a qui sont là, ça va me déranger. Son plus grand réconfort, recevoir des mails de migrants qu'elle a aidés et qui sont passés de l'autre côté en Grande-Bretagne. Pour porter chance aux autres, Brigitte, surnommée Mamie, répète chaque soir cette phrase comme un précepte: Inch'Allah, tu passeras.
Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité. Et on commence par la loi Macron qui naît donc dans la douleur. Manuel Valls est monté en première ligne mercredi pour défendre le projet de loi sur la croissance et l'activité conçu par Emmanuel Macron avec l'un des grands chantiers de ce projet de loi, c'est le travail du dimanche qui propose donc de passer de l'ouverture de 5 à 12 dimanches par semaine, ce qui a donc provoqué beaucoup de ravages, notamment dans le camp socialiste où Martine Aubry est montée au créneau et s'est imposée contre Manuel Valls et Emmanuel Macron directement. En tout cas, du côté des syndicats, on hésite avec certains qui sont d'accord et d'autres qui ne le sont pas. La publication d'un rapport sur la CIA inquiète les États-Unis. Le rapport du Sénat américain publié mardi sur les techniques d'interrogatoire utilisées pendant des années par la CIA évoque des méthodes controversées allant jusqu'aux menaces d'agression sexuelle, a-t-on appris de plusieurs sources. En tout cas, ce rapport publié à l'initiative des membres démocrates de la commission du renseignement du Sénat est soupçonné d'être écrit par un haut dirigeant d'Al-Qaïda ayant participé à l'attaque contre le destroyer USS Cole en 2000. Et il explique ce rapport qu'au moins un suspect a été menacé d'agression sexuelle. La CGT est en tête mais en recul dans la fonction publique. La CGT reste donc en tête dans les 3 fonctions publiques à l'issue des élections professionnelles du 4 décembre. Mais le syndicat, sous le coup d'une crise interne, perd plus de 2 points par rapport au précédent scrutin, selon les résultats annoncés ce mardi par le ministère de la fonction publique. Suivent derrière Force ouvrière et puis la CFDT qui est deuxième. En tout cas, à la CGT en ce moment, ça va mal puisque Thierry Lecomte, vous le savez, est accusé de factures illicites. Et dans ce même temps, à la CGT, le trésorier a décidé de démissionner dans ce contexte. Et puis le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d'interdiction d'Uber Pop. Vous savez, Uber, on en avait parlé il y a quelques semaines, c'est ce service de VTC sur mobile, un service low cost. Cette demande d'interdiction d'Uber Pop avait été formulée en référé par 3 sociétés de voitures de tourisme avec chauffeur concurrentes d'Uber. La décision d'aujourd'hui est très positive, a réagi Thibaut Saint-Phal, directeur général d'Uber France. Il a déclaré qu'Uber Pop peut donc continuer. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le grand show de l'info.fr. Excellente semaine.